OK, donc on continue en discutant du nouveau protocole de consensus dans Ethereum 2.0. Donc si vous vous rappelez, là, je pense il y a 2 semaines, on a parlé du comment le proof of work fonctionne dans Ethereum 1.0 là, avec le Ethash. Et ça a été remplacé par un système de proof of stake qui est utilisé présentement dans la version 2.0 d'Ethereum. Et c'est ça qu'on va explorer davantage aujourd'hui. Bon, un petit warning pour commencer, là. C'est quand même un Ethereum 2.0, c'est pas c'est une version quand même assez récente là. Donc il manque un peu de documentation de connaissances sur comment le système fonctionne. La meilleure source que j'ai ici sur lequel cette présentation est basée, c'est Et2Book, que vous pouvez regarder gratuitement sur internet. Malheureusement, ce livre est pas complet, ok? Il manque beaucoup de sections. Donc, mais les sections qui existent sont vraiment bien écrites. Donc, c'est vraiment ça que j'ai utilisé. Sinon, il y a d'autres sources aussi que j'ai utilisées sur Internet, mais il faut faire attention. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais c'est pas tout vrai ou exact ou correspondent exactement à ce qui est déployé sur Ethereum. Donc, on fait notre possible là, pour expliquer vraiment les bonnes choses. Et évidemment aussi, le système évolue beaucoup. Donc, s'il y a d'autres changements majeurs qui vont se passer sur Ethereum, ben, assurez-vous de lire la documentation actuelle pour vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis moi aussi, évidemment, je vais mettre à jour ces vidéos-là à ce moment-là. Donc, je vais essayer là, à chaque fois qu'il y a des changements majeurs, comme Ethereum 2.0, plus tard, il y aura probablement ce qu'on appelle le dank sharding. Quand ces choses vont se passer, on va mettre à jour ces vidéos. Donc, pour commencer, je vais d'abord expliquer un peu comment Ethereum évolue. OK? Donc, si vous vous souvenez, dans Bitcoin, il y avait un système là, pour suggérer des améliorations. Et là, on peut discuter, débattre, voter de ces améliorations avant de les implémenter. Donc, c'était le système BIP. Ici, on a quelque chose de similaire qui s'appelle le Ethereum Improvement Proposal, le EIP. Et on a aussi le Ethereum Request for Comment, ERC. Donc, deux systèmes différents. Quelle est la différence entre les deux? Bon, on va dire plutôt que EIP, c'est plus pour des améliorations techniques et ERC, c'est plus pour des normes. OK? Donc, par exemple, ERC 20, ERC 721, c'est des standards qui décrivent comment implémenter des jetons. Donc, ERC 20, c'est des jetons fongibles et ERC 721, c'est pour des jetons non fongibles, des NFT. Donc, pour voir un peu comment Ethereum évolue, donc Ethereum évolue beaucoup plus rapidement que Bitcoin. Donc, euh, on, on va voir pourquoi. Donc, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Donc, par exemple, dans le Ethereum 1.0 qui était sur le Proof of Work, on a passé de 5 Ethers à 3 Ethers à 2 Ethers. Donc, ils ont changé euh, les, euh, les récompenses de blocs, on peut dire de façon manuelle, alors que dans Bitcoin, le halving se passe automatiquement à chaque 4 ans, comme on l'a vu. Ils ont fait aussi des changements sur les mécanismes de gaz, donc combien de gaz on peut avoir dans un bloc, ou c'est quoi le coût de chaque opcode. Donc ils font constamment des ajustements à ce niveau-là. Il y a eu une grosse attaque qui s'appelle l'attaque des AO, ok, où 3,6 millions d'Ethers ont été volés d'un compte, ont été siphonnés d'un compte. Et la fondation Ethereum a pris la décision de faire un rollback. Donc c'est-à-dire qu'ils ont euh, retourné au bloc juste avant l'attaque. OK? Puis ils ont essentiellement rejeté toutes les blocs par la suite. OK? Donc c'est vraiment une façon là, très, on va dire brute force, là, très, avec de récupérer des données, OK? De quasiment là, juste effacer ou ignorer rejeter des blocs qui ont été écrits. Là. Donc c'était vraiment un choix, on va dire, controversé, OK, de faire ça. Il y a certains qui disent, ben, est-ce que ce genre de faille-là, ça fait partie de la game? C'était la faute du développeur du DAO de ne pas avoir sécurisé son smart contract. Donc, si quelqu'un trouve une erreur, ça devrait faire partie. Puis, comme c'est un système décentralisé, on ne devrait pas avoir la capacité là, de simplement dire non, on ordonne tout le monde de revenir en arrière puis de rejeter ces blocs-là. OK? Par la suite, il y a eu aussi un changement majeur dans la façon que les récompenses
sont encaissés. Et c'est le EIP 1559. Ça a introduit le concept de gas burn. Donc, auparavant, les mineurs empochaient tout le gaz, donc les éthers de frais de transaction 100% allaient aux mineurs. Et après le EIP 1559, ils ont dit, ben, attention, faut trouver un mécanisme pour contrôler la réserve d'Ethereum parce que euh, à, à l'opposé de Bitcoin, il n'y a pas de limite. Ok, donc dans Bitcoin, on sait qu'il y a une limite de 21 billions. C'est clair, puis ça a été fait dès le début. Dans Ethereum, au début, il n'y avait pas de limite. On pouvait générer des Ethers à l'infini. Puis là, soudainement, à un moment donné, ils ont décidé non, c'est pas une bonne chose. Il faut qu'on contrôle la réserve. Donc, ils ont décidé d'implémenter un système comme ça de EIP 1559 où une portion des frais de transaction doivent être brûlés. Donc ça veut dire brûler, ça veut vraiment dire on efface ces éthers d'existence. Ils seront plus, on peut pas les consommer, on peut plus les utiliser. C'est vraiment là, ils sont supprimés du réseau. Et finalement, Ethereum 2.0 en 2022, donc ça c'est un changement extrêmement majeur. C'est un hard fork où on a passé là, du proof of work, on a éliminé le proof of work, la consommation d'énergie de tout ça, c'est l'utilisation de GPU, c'est terminé et on passe au proof of stake. C'est un système purement logiciel, purement algorithmique qui décide qui propose des blocs, comment on valide les blocs, comment on accorde les récompenses. Donc, ça ne nécessite aucunement de hardware, GPU ou ASICs comme dans Bitcoin. On va juste utiliser essentiellement des machines communes, des PC, pour faire notre système. Puis c'est pas intense nécessairement dans les ressources, là. Et finalement, on prévoit aussi de faire un changement pour le dank sharding, donc pour paralléliser la blockchain au lieu d'avoir juste une chaîne de blocs, c'est avoir 64 chaînes de blocs en parallèle pour vraiment augmenter le débit de transaction. OK. Donc, c'est bon pour ça. Euh, donc là, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de changements qui sont faits. D'un côté, c'est bon parce que ça veut dire que le système s'améliore. Il y a une volonté d'améliorer le système, de le rendre meilleur, alors que dans Bitcoin, on a vu c'est très difficile de faire des changements. Les gens s'entendent pas, même faire des changements très mineurs comme euh, Segwit 2x où on veut juste doubler la taille de bloc de 1 MB à 2 MB. Déjà, ça fonctionne pas. Les gens sont pas d'accord avec ça. Donc, imaginez si on voulait implémenter Proof of Stake dans Bitcoin, oubliez ça, là, c'est trop difficile pour l'instant. Mais je sais pas. Quand on évolue, peut-être que les choses vont changer, mais pour l'instant, ça semble très difficile. Alors que de l'autre côté, Ethereum, beaucoup plus proactif, fait beaucoup de changements, mais est-ce que c'est une bonne chose d'avoir plein de changements puis de faire des décisions comme ça qui sont controversées, comme le rollback de DAO? Donc, c'est quelque chose à vous là, de penser à ça. Est-ce que la gouvernance d'Ethereum, le fait que c'est gouverné par une fondation, on connaît le créateur Vitalik Buterin, donc il a une influence massive dans la direction de ce système qui est supposément décentralisé. Euh, Est-ce que ça c'est une bonne chose ou pas? OK? Donc c'est à vous de juger par vous-même. OK. Donc avant d'expliquer comment Proof of Stake fonctionne dans Ethereum, je vais juste donner un intro sur le concept général de Proof of Stake. Donc ce que je vais expliquer maintenant, puis le Proof of Stake naïf que je vais montrer, c'est pas dans Ethereum, ok? Donc pensez pas que c'est la façon comme ça que ça fonctionne dans Ethereum. Je vais juste vous expliquer un peu dans les origines, ok? Donc vraiment très longtemps, là, peut-être il y a, mettons, 8, 9 ans, ok? Comment est-ce que les gens pensaient que le proof of stake fonctionnerait. OK? Donc, l'idée de base, c'est vraiment de dire, ben, qu'est-ce que le proof of work fait? Ben, le proof of work, ça choisit, c'est une façon de choisir qui a le droit de proposer un nouveau bloc. OK? Donc, dans Bitcoin, à chaque 10 minutes en moyenne, un nouveau bloc est proposé. Et pour limiter le nombre de personnes qui proposent en même temps, ben,
on met un challenge technique très difficile à résoudre, du fait que c'est très peu probable que à chaque 10 minutes, il va y avoir plus qu'une personne qui va résoudre son puzzle en même temps. Donc, c'est vraiment ça la notion de proof of work. C'est juste simplement de limiter le nombre euh, de proposers, ok, à un idéalement. Et là, ici, ce qu'on dit, c'est, ben, au lieu de euh, essentiellement faire que les gens utilisent des ressources intensives pour essayer de gagner plus souvent ce proof of work, mais pourquoi pas aussi considérer combien d'argent ils possèdent. OK? Et plus précisément, on va leur demander de staker son argent, c'est-à-dire de le geler des fonds, OK? De mettre ça, de, donc de mettre ça en réserve, un dépôt, et selon le montant de ce dépôt-là, ça contrôle la probabilité que cette personne-là est capable de proposer des blocs. OK? Donc c'est ça l'idée. Et comme j'expliquais, c'est pas utilisé dans Bitcoin. Donc, pourquoi est-ce que c'est pas utilisé? Donc, vous devrez être en mesure de répondre à cette question-là. Donc, au début, les gens ils pensaient, OK, ben, c'est bon, c'est une bonne idée, on va considérer le stake des mineurs. Et la première version de Proof of Stake, le Proof of Stake naïf, qui n'est pas utilisé nulle part, OK, c'était simplement de dire, ben, on continue à miner, OK, donc les gens continuent à faire du hashing, OK, mais on change la difficulté, OK. Donc ils vont faire leur puzzle, ils vont faire leur hash, mais au lieu d'avoir plein de leading zeros comme avant, OK, on donne la chance aux mineurs de réduire le nombre de zéros qu'ils ont besoin selon le stake qu'ils déposent dans le système. Donc, comment ils font ça? Ben, essentiellement, ils vont dans la façon qu'on pourrait faire ça, c'est dire que dans la blockchain, on va enregistrer quelle est la balance, quel est le stake de chaque adresse. Et à ce moment-là, quand je suis un mineur, je devrais être capable, quand je fais mon proof of work, mon SHA-256, de référencer mon adresse. OK? Et en référençant mon adresse, ça indique aussi quelle est la balance que je possède qui est associée à cette adresse-là. Et donc, en utilisant cette balance-là, ça réduit la difficulté d'un certain facteur. Et là, ça réduit le nombre de leading zero que j'ai besoin. OK? Donc, c'est ça l'idée. Et l'autre concept ici, on retire la notion de nonce. Donc, dans Bitcoin, ici, quand on faisait le SHA-256, c'était le previous hash, ok, il y avait le timestamp, puis c'était pas adresse qu'on avait ici, c'était nonce, ok. Et donc, qu'est-ce que le nonce faisait? Ça permettait là aux mineurs, s'il n'y avait pas gagné, s'il n'y a pas assez de leading zeros, de incrémenter son nonce par 1, comme ça, il obtient un nouveau contenu qui peut hasher pour essayer de résoudre le crypto puzzle. Et donc, à ce moment-là, l'idée c'était que j'ai un nombre illimité d'essais, de nonce, puis c'est juste limité par ma capacité de hachage, par mon puissance de calcul, pour essayer de résoudre le problème le plus rapidement possible. Ici, on veut pas que, justement, on veut pas que les gens consomment de l'électricité sans limite. On veut limiter leur capacité d'avoir une puissance de hachage élevée. Okay? Donc, comment ils font ça dans le proof of stake naïf? C'est de dire, ben, on retire le nonce. Parce qu'en retirant le nonce, ça veut dire que tu as juste le droit de hasher ça une fois. Okay? Previous hash, address. Puis, donc, previous hash puis address, c'est des choses qui ne changent pas. OK? Donc, tu as une adresse, tu as mis tu as déposé plein de fonds là-dedans. Puis le previous hash, c'est le hash du bloc précédent. Tu peux pas changer ça nécessairement. On verra comment. Par contre, il y a un problème. Donc, previous hash, adresse, ça change pas. Puis là, le timestamp, ben, c'est un timestamp en secondes. Donc, ça change une fois par seconde. Donc, en réalité, c'est comme si tu avais juste tout le monde a une puissance de hachage de 1 hash par seconde. OK? Donc là, à ce moment-là, si tu veux gagner plus souvent, puis t'as pas de nonce, t'as juste le droit de hacher une fois par seconde, ben la façon que tu vas gagner plus souvent, c'est si tu changes la difficulté. Donc pour changer la difficulté, tu vas mettre un plus gros stake dans ton adresse pour augmenter la balance. Donc c'est ça le concept là,
du proof of stake naïf. OK? Bon. Mais là, quel est un des problèmes avec ça? OK? Bon. Tout d'abord, l'autre chose qu'il n'y a pas ici, il n'y a pas le block header. OK? Donc, si vous vous souvenez, dans le proof of work de Bitcoin, tu avais aussi le nonce, mais tu avais aussi l'entête du bloc. Donc, si tu n'avais plus assez de nonce, ok, donc vous vous souvenez, là, il y avait tout le concept là, de extra nonce, tout ça, ben, tu pouvais faire une modification dans ton header pour te donner plus de nonce, comme ça tu peux faire encore plus de hash. Ok. Donc ici, comme on voulait éliminer complètement là, le concept là, de manipuler des données pour avoir plus de hash, ben, il faut aussi qu'on retire le block header. Donc, tu peux pas manipuler le block header pour avoir plus de hash. Mais c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que quand tu trouves un bloc gagnant, ben, ton adresse est enregistrée dans le bloc gagnant à cause de ça. Donc, à ce moment-là, tu peux aussi faire la signature. Tu peux signer le bloc avec la clé privée qui correspond à cette adresse-là. Et à ce moment-là, ben, les autres peuvent vérifier que oui, effectivement, c'est toi qui possèdes cette adresse-là. Et le bloc est signé avec ta clé. Donc, tout est correct. Bon, dans ce type de proof of stake naïf, il peut quand même avoir des branches, ok? Parce qu'il peut quand même avoir deux personnes qui trouvent un bloc en même temps, ok? C'est tout à fait possible, là. Il n'y a rien qui empêche ça, ok? Donc, ils vont avoir des crypto-puzzles avec des difficultés différentes selon leur balance. Puis, ça se peut que deux personnes gagnent en même temps. Donc, ça change pas. Mais à ce moment-là, le problème avec le proof of stake naïf, c'est ce qu'on appelle le nothing at stake, ok? Pourquoi c'est un problème? Parce que imaginons là, que moi je suis un mineur qui joue dans ça, dans le proof of stake naïf, et là je reçois deux blocs, ok, valides à la même hauteur. Ok, donc la situation qu'on avait décrite dans les premières leçons sur Bitcoin, là, où tu as deux blocs valides en même temps. Puis dans Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Ben, d'habitude, le bloc que que tu reçois en premier, c'est celui-là que tu vas miner un autre bloc là-dessus. Puis tu vas miner un nouveau bloc là-dessus. Tu vas mettre 100% de ton puissance de hachage sur ce bloc-là qui va être attaché à un des deux blocs. Et tu vas essayer de faire gagner cette branche-là. OK? Ici, dans Proof of Stake, ce que les gens ont réalisé, c'est qu'il n'y a aucun incitatif pour les mineurs de choisir une des deux branches, puis de commencer à miner des nouveaux blocs sur cette branche-là. OK? Pourquoi? Parce que tes ressources de hachage, c'est un hash par seconde, OK? Pour un bloc qui est attaché à un previous hash. Comme je viens de l'expliquer, on ne peut pas changer ce fait-là. Mais là, si tu connais deux blocs valides, OK, qui sont à la même hauteur, ça veut dire que maintenant tu disposes de deux previous hash que tu peux utiliser. OK? Et donc là, maintenant que tu possèdes deux previous hash, ça veut dire que ta puissance de hachage, c'est 2 par seconde. Parce que tu peux faire un test haché avec le previous hash d'une branche et l'adresse et le timestamp, puis l'autre branche aussi. Fait qu'en fait, c'est dans ton intérêt de garder le plus de branches possible en vie, puis ça te donne accès à plus de previous hash, et donc tu augmentes ton hash power de cette façon-là. Et donc, à cause de ce problème-là, ben, c'est le nothing at stake. Le proof of stake naïf fonctionne pas. Là. Parce que le but du consensus, c'est d'éliminer les branches, puis de tout le temps revenir éventuellement à une chaîne. Mais si les mineurs n'ont aucun incitatif à éliminer les branches, puis c'est mieux pour eux de propager plein de branches parce que ça augmente ça multiplie leurs chances de succès, ben ils vont le faire. Et donc, c'est ça le gros problème ici. Donc, la solution, ben, il y a eu plusieurs solutions qui ont été proposées, de slashing, DPoS, Bitcoin NG, et ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est Ethereum 2.0.